Effectivement, cette année 2021, elle a encore une fois été marquée par une actualité très dense concernant toutes les mesures en matière de gestion de la crise sanitaire. On va voir que malgré tout, il y a eu aussi d'autres nouveautés très impactantes, très intéressantes en dehors des sujets Covid. Donc, on s'y attardera un petit peu plus. Et enfin, on abordera quelques décisions de jurisprudence qu'on a sélectionnées et qui ont aussi un impact assez fort en matière RH pour les entreprises. Donc, je vous propose qu'on démarre par un focus sur les dernières nouveautés Covid. Alors, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur le sujet, d'accord? On va vraiment se focaliser sur les toutes dernières actualités sur ce thème. Et donc, première thématique, la question de l'activité partielle. Alors là-dessus, rappelez-vous, il y a eu les ordonnances de mars 2020 qui ont apporté un certain nombre de dérogations au régime de l'activité partielle. Donc, des dérogations sur les conditions de mise en place, sur les taux, sur les salariés visés et plus généralement sur toutes les modalités de mise en œuvre de l'activité partielle. Ces dérogations, elles ont été quasi toutes prolongées sur toute l'année 2020 et sur le premier semestre et même, on va dire, les 3 premiers trimestres de l'année 2021. D'accord ? Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il s'est passé sur le dernier trimestre 2021. On a eu tout d'abord l'ordonnance du 22 septembre 2021 qui, elle, est venue prolonger 3 mesures. 3 mesures qu'elle a prolongées jusqu'au 31 décembre 2022, d'accord, pour encore 1 an et 3 mois. Donc, ces mesures, ce sont les suivantes. C'était la question du chômage partiel des salariés protégés et qui permet concrètement d'imposer le chômage partiel aux salariés protégés sans pour autant demander leur accord. D'accord ? Donc, ça a été prolongé. Deuxième prolongation, la rémunération minimale garantie étendue au temps partiel, d'accord, qui permet de leur assurer le minimum du SMIC. Et troisième prolongation, la question de la suspension de la majoration de l'activité partielle en cas de formation. Puisque normalement, dans le régime classique de l'activité partielle, le salarié qui effectue certains types de formations, eh bien, il pouvait bénéficier d'un maintien intégral de sa rémunération à 100%. Cette mesure, elle a été suspendue par les ordonnances de 2020 et donc elle est une nouvelle fois, cette suspension est une nouvelle fois prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Ensuite, autre texte, c'est la loi du 10 novembre 2021 qui, elle, est venue, donc déjà, elle a réouvert la possibilité à l'État de prendre des mesures restrictives par voie d'ordonnance pour toujours assurer la gestion de crise. Donc, ça sera encore le cas pour toute l'année 2022. Et elle a prévu la prolongation de 2 autres types de mesures. Donc, la question de l'activité partielle des personnes vulnérables tout d'abord, qui peut donc être prolongée là encore sur l'année 2022. Donc, petite synthèse pour mémoire sur l'activité partielle des personnes vulnérables, ça vise les personnes qui remplissent 3 critères. Premier critère, l'impossibilité de télétravailler. Deuxième critère, le risque de développer une forme grave du virus. Et troisième élément, il faut être affecté à un poste de travail qui expose le salarié à une forte charge virale. Donc, ça vise essentiellement des personnes qui sont en contact en fait, avec d'autres personnes. Ce n'est pas très clairement défini. Hein. Troisième mesure, l'alignement du régime social de l'indemnité complémentaire sur l'indemnité légale. Donc là, ça permet concrètement aux employeurs qui voudraient, pour leurs salariés qui sont en activité partielle, leur verser non pas l'indemnité d'activité partielle prévue par les dispositions légales, donc le minimum, mais qui voudraient compléter la rémunération en partie ou en totalité, et qui leur permet du coup de faire bénéficier sur ce complément de rémunération du même régime social de faveur que l'indemnité d'activité partielle. Régime social de faveur qui se traduit par une exonération de cotisations sociales et par une soumission à la CSG au taux des revenus de remplacement. Ensuite, donc toujours sur le dernier trimestre 2021,
On a eu la loi de finances en fait pour 2022 qui elle a pérennisé certaines dispositions, notamment sur les durées maximales en fait de recours à l'activité partielle et qui donc va permettre à un certain nombre d'entreprises d'y avoir encore recours sur 2022. Et ensuite, eh bien, on a toutes les questions des taux dont on a déjà parlé sur toute l'année 2021. En fait, on a eu une succession de décrets, d'abord fin décembre, et puis là, en tout dernier lieu, sur le début du mois de février, sur la question des taux de l'allocation d'activité partielle et de l'indemnité versée aux salariés. Donc, on vous a fait un petit tableau récapitulatif pour savoir un petit peu où est-ce que nous en sommes là-dessus, puisque c'est vrai que il y a eu une multitude de reports, de la baisse des taux, etc. Et donc, voilà, on va faire un petit peu le point. À date, et c'est le cas d'ailleurs depuis le mois de novembre, le cas général, c'est-à-dire le cas des entreprises qui ne sont pas dans les secteurs protégés, eh bien, ceux qui positionnent leurs salariés en activité partielle, les employeurs percevront une allocation de remboursement à hauteur de 36% de la rémunération brute et les salariés percevront une indemnité à hauteur de 60%. Donc, la baisse qui avait été annoncée, même fin 2020, elle avait été annoncée cette baisse, elle a finalement été actée début novembre 2021. Donc, si on fait le comparatif avec, on vous a mis le tableau sur les taux quand on a recours à l'APLD, l'activité partielle de longue durée. On s'aperçoit que ça y est, pour le cas général, eh bien, il est plus intéressant maintenant d'avoir recours à l'APLD qu'à l'activité partielle de droit commun, puisqu'on a des taux à 70%, c'est-à-dire le minimum légal pour l'indemnité versée aux salariés, et un maintien de remboursement à 60% pour l'employeur. Donc ça, c'était le cas général. Ensuite, on a les secteurs protégés. Donc, secteur protégé, c'est quoi? C'était, et je dis c'était parce que c'était jusqu'à hier, les sociétés qui qui étaient soumises à des fermetures administratives. Ça visait notamment voilà, les lieux de spectacle, les discothèques, etc. Et on a aussi dans ce secteur protégé ceux qui sont visés sur une annexe en fait au décret, à un décret, qui sont dans la liste des secteurs protégés et qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires correspondant aux critères qui sont fixés par la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça dépend vraiment des situations. Mais concrètement, ces secteurs protégés, eh bien, eux, ils ont un maintien de la situation telle qu'elle était en vigueur au tout début du confinement, c'est-à-dire 70% pour le salarié de la rémunération brute et un remboursement intégral et donc un reste à charge de zéro pour l'employeur. Donc, sur la question des taux, on a aussi la question des employeurs de salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler. Et là, c'est pareil, c'est un maintien avec, intégral pour le salarié à 70% de la rémunération brute et un reste à charge à zéro pour l'employeur. Donc voilà pour ce récap sur le régime de l'activité partielle. Il y a eu une autre actualité propre à la gestion de crise sanitaire qui est un petit peu plus récente pour le coup. Là, on est vraiment sur le mois de janvier 2022. C'est la loi qui a mis en place le pass vaccinal. Donc, cette loi, elle est venue remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal. Et le pass vaccinal, lui, est imposé dans tous les lieux, dans presque tous les lieux où le pass sanitaire était exigé. Et je dis presque, puisque il y a en fait des exceptions qui ont été prévues pour lesquelles de lieux ou pour lesquels le pass vaccinal ne sera pas exigé. Et dedans, on y retrouve les hôpitaux, les EHPAD, et on y retrouve les meetings politiques. Voilà, donc évidemment, c'est en prévision des élections présidentielles à venir, mais il y a une exception dans la loi qui prévoit que le pass vaccinal ne sera pas nécessairement imposé pour les salariés, c'est-à-dire pour les personnes dans les meetings, les lieux qui accueillent des meetings politiques. Donc, sur ce pass vaccinal, il y a eu également un renforcement des contrôles, d'accord, où jusqu'à présent, tous les
les restaurateurs, les tenants de bars et en tout cas tous ceux qui devaient contrôler le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal dans leur lieu ne pouvaient pas jusqu'à date vérifier l'identité, enfin la concordance entre le pass et l'identité de la personne. Et depuis cette loi, c'est désormais possible. Et cette mesure, d'ailleurs, elle a bien été validée par le Conseil constitutionnel, puisque celui-ci a très clairement indiqué que l'idée, ça n'était pas ni de contrôler l'identité, mais juste de s'assurer de la concordance entre les deux, entre le pass et l'identité. Il y a eu un durcissement des sanctions, mais avec la mise en place de ce qu'on appelle un droit de repentir. C'est-à-dire que les personnes qui seraient contrôlées et qui seraient en présence d'un faux pass vaccinal, eh bien, ils ont la possibilité, dans un délai de 30 jours qui suit la commission de l'infraction, de se vacciner pour de vrai et de cette façon, eh bien, d'annuler la sanction qui a été, d'annuler l'infraction qui a été commise. Voilà, donc on appelle ça un droit de repentir. Et enfin, bah oui, la loi elle avait mis en place des sanctions administratives pour non-respect du protocole sanitaire en entreprise, mais là-dessus, bon, cette disposition, elle est déjà plus d'actualité puisque ces sanctions, elles concernaient surtout la question du télétravail obligatoire. Et comme vous le savez, depuis le 2 février dernier, le télétravail obligatoire n'est plus obligatoire. Voilà, le télétravail à raison de 3 jours par semaine n'est plus obligatoire. Et donc, les sanctions ne sont plus non plus encourues. On a également, depuis hier, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un allègement des mesures avec une réouverture de certains lieux type discothèques et lieux de spectacle. Petite question-réponse sur la question du pass vaccinal. Donc, des questions-réponses qui nous ont été posées voilà, à de multiples reprises, soit par nos clients, soit dans le cadre justement d'échanges sur ces actualités. Donc, faut-il prévoir des dispositions spécifiques dans le règlement intérieur sur le pass vaccinal? Alors, là-dessus, la réponse, c'est non, puisqu'il y avait déjà des mesures qui avaient été prévues dans le règlement intérieur sur toutes les précautions à prendre en entreprise avec les gestes barrières, etc. D'accord. Mais sur la question du pass vaccinal en lui-même, il n'y a pas d'obligation de prévoir quelque chose dans le règlement intérieur puisque cette obligation du pass, eh bien, elle s'impose par la loi. D'accord. Et donc, est-ce que l'employeur peut demander un pass vaccinal à son salarié? Alors là, la réponse, elle dépend du secteur concerné, c'est-à-dire que si évidemment l'employeur en question, eh bien, ses salariés travaillent dans un lieu où le pass vaccinal est exigé pour les personnes qui fréquentent ce lieu, donc ça va être typiquement les restaurants et tous les lieux accessibles au public où concrètement les salariés, tout comme les personnes qui viennent, devront être en possession du pass vaccinal. En revanche, dans les entreprises classiques, d'accord, où eh bien, il n'y a pas de contrôle du pass vaccinal puisqu'il n'y a pas de personnes extérieures, eh bien, l'employeur ne peut pas demander la présentation du pass vaccinal à son salarié, d'accord. Ça n'a pas changé. C'était déjà le cas avec le pass sanitaire et cette mesure, elle n'a pas évolué avec le fait que ce soit un pass vaccinal. Et j'irai même plus loin, c'est même interdit en fait dans ces entreprises de venir contrôler l'existence d'un pass vaccinal alors qu'on n'est pas dans un lieu concerné par cette obligation. D'accord. Ensuite, est-ce que l'employeur doit rembourser le test PCR ou antigénique du salarié? Alors là-dessus, ça aussi, c'est une question qui nous a été posée souvent. Alors non, l'employeur n'est pas tenu de rembourser le test PCR ou antigénique du salarié, sauf mais des hypothèses très marginales. Ça va être le cas où le pass vaccinal, en fait, ne suffit pas pour assurer le déplacement professionnel qui est imposé par l'employeur. Je vous donne un exemple. Un salarié qui irait
au Royaume-Uni, d'accord, pour un déplacement professionnel, eh bien, à date, l'entrée au Royaume-Uni ne peut se faire qu'avec le seul pass vaccinal. Il faut justifier en plus de ça d'un test négatif. Et donc, dans cette hypothèse-là, l'employeur, du coup, peut être contraint à rembourser le test. Mais pour un déplacement en France, par exemple, ou dans les trajets, eh bien, le pass vaccinal suffit, d'accord? Il n'y a pas besoin en plus de justifier d'un test. Dans ces cas-là, eh bien, le salarié qui n'a pas souhaité se faire vacciner, eh bien, il ne pourra pas se faire rembourser son test. Voilà. Ça, c'est ce qui a été prévu par le gouvernement, notamment dans les questions-réponses qui ont été diffusées dernièrement. Est-ce que la durée de réalisation d'un test, elle est considérée comme du temps de travail effectif? Non, non, non. En revanche, l'absence pour se faire vacciner, elle, est considérée comme du temps de travail effectif. En tout cas, c'est ce qui a été, recommandé par le gouvernement dans le cadre de ces questions-réponses sur cette loi. Et dernière actualité sur la gestion de crise, c'est juste petit focus sur où est-ce que nous en sommes sur les arrêts de travail dus au Covid. Eh bien, la loi de financement pour la sécurité sociale de 2022, elle a prolongé ce dispositif pour toute l'année. D'accord. Donc là, on vise qui? On vise les salariés qui seraient testés positifs au Covid et qui seraient dans l'impossibilité de télétravailler et qui donc pourraient bénéficier d'arrêts de travail dus au Covid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une petite icône en fait sur l'application anti-Covid qui permet directement de solliciter son arrêt de travail. En fait, il y a un lien qui est plutôt bien fait. Et voilà, donc c'est terminé sur les actualités qui sont propres à la situation sanitaire. Donc, je vous propose que maintenant, on aborde un petit peu tout ce qui s'est déroulé sur cette période 2021 et 2022. On a eu d'abord la loi du 14 décembre 2020 avec un décret du 10 mai 2021 qui est venu, rappelez-vous, allonger le congé de paternité. Donc, cet allongement du congé, il est en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Et il prévoit que le congé paternité, qui était initialement de 11 jours calendaires, il est désormais de 25 jours calendaires, d'accord? Ou 32 jours en cas de naissance multiple. Et au-delà de cette question de l'allongement, il y a de nouvelles règles en fait, qui ont été fixées pour la prise de ce congé, où en fait, immédiatement au moment de la naissance, le papa est tenu de prendre les 3 jours de congé de naissance, d'accord, donc qui sont en plus des jours de congé paternité. Donc, on a les 3 jours de congé de naissance immédiatement pris au moment de la naissance et doivent être accolés obligatoirement à ces 3 jours, 4 jours calendaires du congé paternité, d'accord. Donc, in fine, le salarié il doit prendre au moins 7 jours. Ça, c'est obligatoire. Donc, charge aux employeurs de s'assurer que ce soit bien pris par leur nouveau papa. Les 21 jours restants, eux, peuvent être pris, donc ils peuvent être fractionnés en fait en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours et ils doivent être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance. Voilà. Après, il a été prévu un délai de prévenance pour l'employeur et que le salarié en fait doit informer son employeur au minimum 1 mois avant la date prévue de l'accouchement. Voilà. Donc ça, c'est sur le congé paternité. Ah oui, il faut savoir qu'initialement, sur cette question, il avait été prévu, en tout cas dans les débats parlementaires, initialement, il était question d'envisager un congé paternité de 9 semaines. D'accord? Donc, c'était quasi... en tout cas, on essayait de se rapprocher au maximum du congé maternité. Donc, ça n'a pas été retenu, mais déjà, il y a un allongement du congé paternité et cette mesure, vraisemblablement, elle est encore en discussion pour un nouvel allongement du congé paternité. Donc, ça va très certainement dépendre de l'issue
de nos élections présidentielles. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui très certainement va être encore amené à évoluer à l'avenir. Ensuite, nous avons la loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Alors, ça, c'est une loi du 2 août 2021. Alors, un des apports majeurs de cette loi, c'est, enfin, en droit du travail en tout cas, c'est la question du harcèlement sexiste et du harcèlement sexuel, où concrètement, cette loi, elle est venue en fait transposer un accord national interprofessionnel de décembre 2020 et elle a elle a vocation à essayer d'appréhender davantage de situations harcelantes sur le lieu de travail. Donc, elle essaye d'élargir un petit peu les définitions qui existaient déjà, parce qu'on avait le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, et elle est venue rajouter à ça deux choses. Première chose, ce qu'on appelle désormais le harcèlement sexiste, d'accord? Donc, qui répond aux mêmes conditions que le harcèlement sexuel, mais il s'agit ici de réprimander des propos ou comportements à connotation non pas sexuelle, mais sexiste. D'accord. Donc ça a été ajouté au sein de l'article L1153-1 du Code du travail et ce sera en vigueur à partir du 31 mars 2022. Donc c'est bientôt. Et deuxième apport de cette loi en matière de harcèlement, eh bien, l'article en fait sur le harcèlement sexuel a aussi été complété d'une nouvelle forme de harcèlement. C'est le harcèlement sexuel collectif. Donc c'est assez intéressant parce que quand vous lisez on vous a mis en fait la définition de ce que peut être un harcèlement sexuel collectif, eh bien on s'aperçoit que concrètement ça peut être des agissements qui sont répétés, mais répétés non pas par la même personne, mais par une succession de personnes, en fait. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes, que ce soit de manière concertée ou non d'ailleurs, qui ont des agissements différenciés et uniques, eh bien, le global peut constituer un harcèlement sexuel collectif. Donc là aussi, l'idée, c'est d'essayer de viser un maximum de situations. Donc voilà sur la question du harcèlement sur cette loi. Il y a eu deux autres modifications. Solène, tu veux peut-être nous en parler? Alors, aussi importante, mais un peu échelonnée dans le temps. Donc, il y a eu des dispositions qui sont venues parler du document unique d'évaluation des risques. Alors, comme vous le savez, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler pendant notamment le premier confinement, parce que c'est un document unique qui doit faire l'objet normalement d'une mise à jour annuelle, sauf qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne le faisaient pas. Et du fait du nouveau virus, il a dû être mis à jour par les entreprises. Et la loi, en fait, pour renforcer la prévention de santé au travail, a voulu un peu acter des choses et renforcer le pouvoir de ce document unique d'évaluation des risques. Concrètement, les mesures de la loi, elles prévoient quoi? Elles associent réellement les élus dans le process, en fait, qui intervient avant la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques, à savoir que, afin de pouvoir mettre à jour ce document, l'employeur doit faire un peu une étude d'impact, regarder les postes, regarder les risques et faire un peu un plan de prévention pour pouvoir mettre en place des actions afin d'amoindrir en fait les risques identifiés sur les postes de travail. Dans tout ce processus, les élus doivent être associés et notamment consulter sur la mise à jour à proprement parler du document unique d'évaluation des risques. C'est important puisqu'il y a eu plusieurs condamnations de sociétés à ce titre-là. En exemple, on peut citer Amazon qui, lors du premier confinement, n'avait pas du tout associé les représentants du personnel dans la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Et de ce fait-là, ils ont été contraints de fermer administrativement le temps de refaire le processus d'information-consultation. Alors bon, c'était un contexte un peu particulier parce qu'on était pendant le premier confinement, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut associer les représentants du personnel dans
dans la prise en compte des risques sur les postes de travail des salariés. Autre grande nouveauté, c'est que désormais, ce document unique d'évaluation des risques sera conservé de manière dématérialisée par le ministère du Travail sur une plateforme qui va être mise en place. Alors, ce n'est pas tout de suite, parce que ce sera le 1er mars 2023, mais l'employeur, en tout cas, devra déposer de manière dématérialisée son document unique d'évaluation des risques. Pourquoi cette exigence? En fait, la loi va instaurer une durée de conservation du document unique d'évaluation des risques, à savoir que, donc là, c'est un projet de décret qui fixe la durée. Donc, pour le moment, c'est encore un projet, mais très certainement, on sera sur une durée de conservation de 40 ans. Donc, c'est une durée de conservation très longue et pour éviter que les entreprises ne s'en mêlent un peu les pinceaux ou ne conservent pas forcément bien ce document, le ministère du Travail va mettre en place une plateforme. Autre grande nouveauté, c'est qu'à date, le document unique d'évaluation des risques doit être tenu à disposition de l'inspecteur du travail et du CSE, mais également des salariés. Et la loi a ajouté une nouvelle population, à savoir que maintenant, les anciens salariés de l'entreprise pourront demander la communication du document unique qui était applicable au moment de leur embauche. Alors, comme conséquence, ça va avoir quoi pour les employeurs? C'est notamment en cas d'action pour faute inexcusable, par exemple, en cas d'accident du travail, dorénavant, le salarié aura un peu un élément de preuve supplémentaire puisque la société devra lui communiquer ce document unique d'évaluation des risques. Et si il n'avait pas été mis à jour, en tout cas, un certain risque n'avait pas été pris en compte, ça sera un peu plus difficile pour les entreprises de en tout cas, rapporter la preuve de l'absence d'une faute inexcusable. Les projets de décret là, qui ont été, ils sont encore à l'étude. Ils devront être publiés d'ici plusieurs jours. Il n'y a pas de différence fondamentale. C'est vraiment plus un peu les modalités pratiques concernant ce document unique d'évaluation des risques. Autre grosse nouveauté concernant la loi santé, c'est la formation des élus au CSE. Encore une fois, on est vraiment dans un processus d'association des représentants du personnel et pour ce faire, en fait, ils disposeront d'une formation qui pourra être dédiée à la santé en entreprise. Il faut savoir qu'à date, bien entendu, les membres du CSE peuvent bénéficient d'une formation pour qu'ils puissent bien, en tout cas, matérialiser leur mission, mais il n'y avait pas de durée fixe. Seulement pour les membres qui étaient associés à la commission santé, sécurité et conditions de travail. Et dorénavant, la loi fixe une durée de formation, à savoir 5 jours en cas de prise de mandat et 3 jours en cas de renouvellement du mandat. À savoir que ces formations, elles seront financées par l'employeur. Petite nuance, et ça c'est encore prévu dans le projet de décret, pour pas faire encore peser des charges supplémentaires sur les petites entreprises, enfin en tout cas les entreprises de moins de 50 salariés, il est prévu que ces jours de formation seront pris en charge par les OPCO. Donc là, encore une fois, il faut attendre que le décret ne soit plus au stade du projet et que ce soit vraiment un décret validé. Ça, c'était les principaux impacts du coup de la loi santé. Ouais. Alors justement, je fais une petite aparté puisqu'on a, il y a 2 questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas répondu. Il y avait une première question qui était est-ce que le congé maternité, pour le congé paternité, quel est le délai dans lequel l'employeur doit prévenir, le salarié doit prévenir l'employeur et quelles sont les sanctions en cas de non-respect? Donc j'avais un petit peu répondu. Le délai, c'est de 1 mois pour prévenir l'employeur, mais c'est sans délai si jamais il y a un accouchement avant terme. Donc, ça peut tout à fait être aucun délai et surtout, la loi n'a prévu aucune sanction en fait en cas de non-respect de ce délai. Deuxième question, c'était concernant les nouvelles mesures justement de cette loi santé en matière de harcèlement. Est-ce qu'il faut modifier notre règlement intérieur en conséquence? La réponse est oui, puisqu'effectivement, la définition du harcèlement, du harcèlement est rappelé en fait dans vos règlements intérieurs, en principe en tout cas. Donc il faut modifier pour intégrer ces nouvelles catégories de harcèlement. Et de la même manière, il faudra aussi modifier votre affichage obligatoire pour pouvoir viser ces nouvelles hypothèses. Voilà.
J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas voilà, à nous poser vraiment des questions en direct comme ça, même si on ne les voit pas tout de suite sur le moment. Vous voyez, on revient dessus profitez-en. Ensuite, donc, autre actualité, la loi portant lutte contre le réchauffement climatique. On a aussi appelé la loi climat et résilience. Donc, qui est une loi qui est entrée en vigueur le 22 août 2021. Alors, cette loi, elle a vraiment prévu, elle a quand même un impact assez fort sur le plan des relations sociales, puisqu'elle a vraiment donné de nouvelles attributions au CSE en matière environnementale. Alors, cette loi, elle a été précédée d'une longue... Enfin, cette consécration en fait, de ces nouvelles attributions a été précédée d'une longue attente, puisque ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'est évoquée à diverses occasions la possibilité, ou en tout cas l'opportunité de donner des attributions environnementales au CSE et antérieurement au CE. Il y avait déjà eu en mai 2001, d'accord, donc il y a plus de 20 ans, la loi NRE qui avait prévu, qui a prévu d'ailleurs certaines obligations d'information sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité des entreprises pour les sociétés cotées et les très grandes entreprises, d'accord, de plus de 10 000 salariés. Disposition qui était intégrée dans le code de commerce. Ensuite, il y a eu cette question, elle a été de nouveau évoquée au moment du Grenelle de l'environnement en 2007 et de la loi qui a suivi le Grenelle de l'environnement, qui a justement invité les partenaires sociaux à se réunir pour réfléchir en fait à comment donner ce type d'attribution au CSE. Mais il aura fallu attendre 2021, d'accord, pour que véritablement il y ait une insertion explicite dans la loi d'attribution environnementale pour le CSE. Donc, les modifications de la loi, il y en a véritablement 4. La première, elle est très importante, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle obligation d'information-consultation du CSE sur les conséquences environnementales des projets. Concrètement, c'est l'article 2312-8 en fait, du Code du travail qui a été modifié. Cet article, c'est celui qui porte sur les consultations ponctuelles du CSE en cas de projet impactant la marge générale de l'entreprise et toutes les autres thématiques mentionnées dans l'article. Donc, c'est vraiment l'article phare, d'accord, sur les consultations ponctuelles. Et au sein de cet article a été ajoutée, en fait, une petite phrase précisant que l'information que le CSE doit également être informé et consulté sur les conséquences environnementales des décisions et des projets qui sont soumis à la consultation du CSE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre l'exemple qui a été pris par le gouvernement, pas par le gouvernement, pardon, lors des débats parlementaires, eh bien, si par exemple une société consulte ses élus sur un projet de déménagement, eh bien, elle va devoir intégrer à sa consultation une partie sur les conséquences environnementales de ce projet de déménagement. Et donc, ça peut viser plein de choses, en fait. Donc, déjà, il faut savoir que la loi ne dit que ça, d'accord? Elle ne nous apporte pas plus de précision sur ce que ça peut viser. Mais, in fine, les conséquences environnementales, c'est très large. Donc, ça peut viser l'aménagement, le nouvel aménagement des nouveaux locaux, les conséquences environnementales de la différence de trajet pour les camions, si on est dans une entreprise de transport, pour les salariés depuis leur lieu de travail jusqu'à leur nouveau lieu, depuis leur domicile pardon, jusqu'à leur nouveau lieu de travail. Ça peut viser tout un tas de conséquences. Et donc, c'est un travail qu'il va falloir faire au moment de chaque nouveau projet. Lorsque l'information est présentée aux élus, eh bien, il faudra l'agrémenter de données environnementales. Alors, il y a une question qui s'est posée en doctrine, sur est-ce qu'il faut, du coup, quand on a un projet, prévoir un seul point à l'ordre du jour, d'accord, pour dire, bon, je consulte sur ce projet et j'intègre une partie environnementale, ou je fais vraiment deux consultations distinctes avec deux points à l'ordre du jour.
le point sur le projet en lui-même et un second point sur les conséquences environnementales de ce projet. Alors là-dessus, évidemment, la loi ne répond pas à cette question. Il y a un débat en doctrine, d'accord? Donc, oui, c'est sûr que la position sécurisée, c'est de prévoir 2 points à l'ordre du jour, mais ça pourrait aussi tout à fait être un seul point qui intégrerait dans la définition de ce point le fait que la consultation concerne aussi les conséquences environnementales du projet. L'essentiel étant qu'on puisse démontrer qu'il y ait une infoconsulte qui ait bien été faite proprement sur les conséquences environnementales du projet. Ensuite, il y a eu une autre modification, du coup, toujours sur la question des consultations du CSE. Donc, le CSE, rappelez-vous, il est consulté, enfin, il y a les 3 grandes consultations annuelles sur orientation stratégique, situation économique de l'entreprise et politique sociale, d'accord? Et ce qu'a prévu la loi climat, c'est que dans le cadre de ces 3 grandes consultations, eh bien, il doit y avoir une information du CSE sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur une information qui s'intègre à ces consultations et cette information, elle va être faite comment? Et c'est la 3e mesure, via la BDES qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales. Alors là-dessus, il devait y avoir un décret, alors ce n'est pas prévu par la loi, mais ça avait été annoncé, le fait qu'il y ait un décret sur les rubriques que devra contenir la BDES. Et on l'attend toujours, ce décret. Donc pour le moment, c'est aux employeurs voilà, de prendre la réflexion sur ces sujets environnementaux et d'essayer de construire eux-mêmes des rubriques qui soient cohérentes au regard de l'activité de l'entreprise pour respecter cette nouvelle obligation qui est bien en vigueur, elle, depuis le mois d'août dernier. Ensuite, dernière modification, mais qui est en lien avec les précédentes, c'est que désormais, l'expert comptable du CSE, il pourra analyser les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, d'accord, dans le cadre de son analyse. Juste, Pauline, il y a des petites questions sur cette partie-là de Madame Ziani. Alors, j'imagine que le changement d'une politique voiture doit être soumis à cette obligation. Alors, en fait, l'obligation, elle est liée à est-ce qu'on est dans le cadre d'un projet important euh, qui rentre dans les attributions du CSE et qui donc justifie une consultation ponctuelle. Donc, soit la question, c'est pas au regard de la nature de tel projet, si c'est politique voiture, si c'est déménagement, etc. La question, c'est vraiment, est-ce que je suis dans le cadre d'une obligation de consultation ponctuelle qui rentre dans le champ de 2312-8 du Code du travail, ou, et auquel cas, bah oui, je dois consulter sur les conséquences environnementales, ou je ne suis pas dans cette hypothèse-là, d'accord, et j'ai effectivement un projet, je vais simplement faire une information au CSE, mais je n'ai pas d'obligation de consultation ponctuelle, auquel cas je ne suis pas dans cette obligation-là. Et autre question, à quelle date est-ce applicable concernant la consultation sur les conséquences environnementales? Et depuis l'entrée en vigueur de la loi. Oui, oui. Donc, c'est applicable depuis maintenant plus de 6 mois. Alors, on a assez peu de retours pratiques là-dessus. Alors, si, enfin, nos clients, concrètement, ils essayent petit à petit de peaufiner, on va dire, leurs infoconsultes en ajoutant des thématiques liées à l'environnement. Mais pour le moment, dans notre constat, en tout cas, les syndicats ne se sont pas encore vraiment saisis du sujet pour éventuellement faire constater des délits d'entrave, etc., quoi. Mais bon, ça sera, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas dans les prochains mois, donc il faut vraiment se préoccuper du sujet. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à l'actualité suivante.
Alors oui, autre petite actualité en ce début d'année, c'est un arrêté qui a été publié changeant en fait les trames concernant les bulletins de salaire. Donc c'est pas il n'y a pas de grands changements là-dessus. C'est juste qu'on a trois lignes qui vont devoir être ajoutées, à savoir donc on vous l'a mis en capture d'écran, le montant net imposable en bas du salaire, enfin en bas du bulletin de salaire, pardon, l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Concernant cette mention de l'impôt prélevé à la source, vous savez, les salariés, ils ont des taux qui sont ou pas personnalisés. Et dans les trois quarts des bulletins de salaire, c'est vrai qu'on a fait le constat que bah, on mentionnait ou pas si le taux était personnalisé. Ça, dorénavant, enfin en tout cas, la mention de la personnalisation du taux devra être supprimée. Donc, bien faire attention à vous conformer à cette nouvelle exigence. Et autre troisième ajout, c'est concernant une ligne sur le montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées. Généralement, les entreprises, elles sont accompagnées de prestataires paye qui ont très certainement dû vous proposer des nouveaux bulletins de salaire. Si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux pour vous conformer à ces nouvelles exigences. Il n'y a pas de sanctions prévues à date, mais bon, voilà, c'est toujours bien de suivre en tout cas et d'appliquer les dispositions légales et en l'occurrence l'arrêté en ce sens. Autre grande nouveauté du coup de la fin d'année 2021 et applicable pour cette nouvelle année 2022, c'est la revalorisation du SMIC de 0,90%. Alors, cette revalorisation elle va avoir certains impacts, notamment concernant certains dispositifs de droit du travail, à savoir que bon, dorénavant, si vous aviez des salariés embauchés au SMIC, il faudra les augmenter, bien évidemment, puisque maintenant, on atteint un taux horaire de 10,57 € de l'heure, soit un salaire mensuel de 1 603,57 € brut. Donc, il faudra vraiment faire attention à bien respecter cette exigence, qui est une exigence d'ordre public et légal, à savoir qu'on ne peut pas payer un salarié moins du SMIC. Autre impact, c'est sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, à savoir que sur ces contrats-là, on a des seuils de rémunération à respecter qui sont calculés en proportion au SMIC. Donc là, typiquement, pour un contrat d'apprentissage, l'apprenti devra être rémunéré à 79% du SMIC. Donc là encore, il faudra réévaluer sa rémunération étant donné l'augmentation du SMIC. Idem pour le contrat de professionnalisation où on a encore une fois des pourcentages de rémunération en fonction du SMIC. Autre impact assez important, c'est si jamais il y a des projets de licenciement économique qui sont envisagés dans votre entreprise et qu'il y a des congés de reclassement qui doivent être mis en place, en tout cas, à savoir que l'indemnité de reclassement est calculée également en fonction du SMIC, à savoir qu'elle est d'un montant de 85%, donc à savoir qu'il faudra tenir compte de cette réévaluation pour ne pas être en tout cas en deçà des minima légaux. Et autre importante aussi nouveauté, c'est sur le rappel, sur les heures supplémentaires, il faudra également tenir compte de la revalorisation du SMIC pour le calcul des heures supplémentaires de vos salariés. Alors, on a une actualité qui est dense, Solène. Oui, je vais sprinter pour bien tenir le timing. Alors, les entretiens professionnels. Alors, comme vous le savez, depuis la loi à venir, les entreprises doivent être sont tenues de faire des entretiens professionnels biannuels, à savoir tous les 2 ans, avec un entretien bilan au bout de 6 ans. C'est vraiment une exigence légale puisqu'il y a une sanction si vous ne le faites pas et en tout cas si au bout de 6 ans, vous n'avez pas fait les entretiens et que votre salarié n'a pas pu bénéficier d'actions de formation non obligatoires, vous serez tenu d'abonder le compte personnel de formation de votre salarié d'un montant de 3 000 €. Cette sanction, elle est applicable seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Dans le cadre du Covid, il y a eu bien entendu des reports en fait, parce que le point bilan des 6 ans devait intervenir au mois de mars 2020. Sauf que bien entendu, tout le monde était confiné, donc impossibilité de faire les entretiens. Du coup, cet entretien a fait l'objet d'un premier report jusqu'au 30 juin 2021 et puis jusqu'au 30 septembre 2021. Bon, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Il fallait le faire. En tout cas, la date butoir était le 30 septembre 2021 pour les salariés qui ont été en tout cas embauchés en 2014.
Et pour les salariés embauchés en 2015, bah, il faut faire également, en tout cas cet entretien bilan en 2021. Donc voilà, il faut vraiment regarder si vous les avez faits. Si vous ne les avez pas faits, faites-les même si c'est trop tard, parce que s'il y a un contentieux demain, comme ça, vous serez en mesure de démontrer que, alors oui, vous étiez un peu en retard, mais que bon, vous les avez quand même faits. Et juste, bah, nouveauté, c'est que voilà, du coup, la sanction, elle est rentrée en œuvre et l'abondement du compte personnel de formation doit être effectué au plus tard le 31 mars de cette année. Donc, saisissez-vous en tout cas de cette obligation. Nous, on a beaucoup de clients qui ne le font pas et c'est vraiment important de s'y conformer. Dernière actualité sur les actualités législatives, c'est concernant les ruptures conventionnelles. Alors, il y a un décret du 13 décembre 2021 qui est venu en fait imposer la dématérialisation des saisies et des transmissions des demandes d'homologation de rupture conventionnelle. Initialement, comment ça se passait? Donc, en fait, on remplit un formulaire CERFA et on pouvait l'envoyer par la poste ou du coup déjà le saisir de manière dématérialisée en vue de le transmettre à l'administration pour qu'elle homologue ou non la rupture conventionnelle. Là, maintenant, vous n'avez plus le choix, ça sera forcément de manière dématérialisée. Honnêtement, c'est beaucoup mieux pour les entreprises. Nous, on le conseillait déjà à nos clients parce que, en fait, c'est très rapide puisqu'on ne doit pas attendre la date de réception du courrier. En fait, dès que vous renseignez et que vous transmettez de manière électronique, on part du postulat que l'administration a bien eu transmission de votre demande et donc, ça fait partir le délai de 15 jours calendaires dont dispose l'administration pour homologuer la rupture conventionnelle. Et voilà, donc c'est terminé sur la question des actualités législatives et réglementaires. Pour les décisions de jurisprudence, il nous reste 10 petites minutes. On a fait une sélection en fait, voilà, de quelques décisions qui nous paraissaient impactantes. La première, elle est intéressante parce qu'elle concerne les conventions de forfait en jour où il y a eu un contentieux particulièrement dense ces dernières années qui a eu vocation à remettre en cause beaucoup de conventions de forfait jour des cadres, d'accord? Et lorsque il y avait donc nullité de la convention de forfait, eh bien, le salarié, lui, peut rebasculer en fait dans le régime des 35 heures. Et donc, il peut obtenir, sous réserve qu'il en apporte la preuve évidemment, mais il peut obtenir le paiement des heures supplémentaires sur les 3 dernières années. Et donc, ça peut s'avérer très coûteux pour les entreprises. Et nous, c'est vrai qu'on avait l'habitude de rajouter une demande dans nos contentieux. Et on est du coup très ravis de cette jurisprudence. C'est que lorsque le salarié, effectivement, a sa convention de forfait en jour nul, eh bien, s'il rebascule dans le 35 heures, dans un forfait, dans une situation où un salarié a 35 heures, il n'a pas de jour de repos supplémentaire comme les cadres, d'accord? Parce que les salariés en convention de forfait en jour, ils ont entre 8 et 10 jours alors, c'est JRTT, nous, on préfère appeler ça des jours de repos supplémentaires. Des jours de repos supplémentaires liés au forfait, eh bien, si on abandonne, enfin, si on considère que la convention de forfait est nulle, automatiquement, eh bien, le salarié ne devait pas avoir de jours de repos, en fait. Et donc, l'employeur est fondé à venir réclamer le remboursement des jours de repos supplémentaires pour les 3 années. Donc, c'est intéressant parce que déjà, c'est plus logique techniquement. Et puis, ça permet aussi peut-être de freiner un petit peu les demandes des salariés sur la question des forfaits jours. Alors, autre jurisprudence, c'est sur le barème Macron. Alors, très rapidement, bon, vous savez, il y a des cours d'appel qui n'appliquent pas le barème Macron, ou en tout cas qui sortent de ce barème en faisant un peu une appréciation in concreto, à savoir qu'on regarde un peu la situation du salarié pour savoir si ou non on applique le barème Macron. Alors, nous, bien entendu, on invoque toujours le fait que c'est quand même une disposition légale d'ordre public que les juridictions sont tenues de l'appliquer, mais il y a toujours ce débat et bien entendu, les conseils côté salarié essayent toujours de sortir de ce barème qui, au final, plafonne quand même le montant des indemnités pour les salariés. Là, on va avoir un peu une position claire puisque à date, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la question et elle va du coup se pencher sur cette problématique du barème Macron le 31 mars prochain. Donc, ça sera assez déterminant pour les futures plaidoiries là-dessus. Ensuite, oui.
Oui, alors une jurisprudence qui est un peu d'actualité aussi parce que, comme vous le savez, le CSE, en principe, c'est la première année qu'il doit être renouvelé par les entreprises qui l'avaient mis en place tout de suite au moment de la loi. Et donc là, c'est une jurisprudence en matière d'élection professionnelle, à savoir que à date, les représentants de l'employeur, à savoir ceux qui sont titulaires d'une délégation de pouvoir en ce sens, ou qui sont amenés à représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel, sont exclus des salariés éligibles et électeurs dans le cadre des élections professionnelles. C'est l'interprétation qui a été faite de la Cour de cassation de l'article 2314-18, mais une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel concernant justement l'interprétation qui est faite de cet article, à savoir que exclure les représentants de l'employeur, est-ce que ce n'est pas finalement inconstitutionnel parce qu'on ne leur permet pas d'être représentés par le CSE? Là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a en fait considéré que le texte de l'article 2314-18, à savoir du coup l'article qui définit la qualité d'électeur, a considéré que ce texte était inconstitutionnel parce qu'il portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs aux élections professionnelles. Alors, c'est une décision importante parce que du coup, il va y avoir une remise en cause des règles applicables à date, sauf qu'on met un énorme warning, à savoir que vous ne pouvez pas appliquer cette décision pour les élections professionnelles qui ont lieu avant le 31 octobre 2022. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel a laissé le temps aux législateurs de réécrire le texte et donc cette décision n'entre en vigueur que le 31 octobre prochain. Donc, à date, rien ne change. Vous excluez les représentants du personnel pour les élections et si c'est après le 31 octobre, vous pourrez les réintégrer dans la qualité d'électeur. Ensuite, on change un petit peu de thématique. Là, c'est une décision de cour d'appel qu'on a voulu quand même évoquer parce que ça nous permet de faire le lien avec la situation actuelle où le télétravail est un sujet particulièrement récurrent. Là, c'est intéressant parce que dans cette décision, c'était un employeur qui avait accepté pendant plusieurs années qu'un salarié soit en télétravail. D'ailleurs, il n'avait rien mentionné dans le contrat. Il n'y avait pas de lieu de travail en fait, précis qui était précisé dans le contrat de travail. Et puis, il a décidé, après plusieurs années de télétravail, que finalement, il allait lui imposer d'être présente 2 jours par semaine au siège. Et bien, la cour a considéré que c'était une modification du contrat de travail, d'accord, importante, qui ne pouvait pas donc être imposée aux salariés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que il vaut mieux en tout cas formaliser le télétravail, soit par un accord, soit à minima par une charte, pour fixer les conditions du télétravail, les conditions de réversibilité surtout du télétravail pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça où après il n'y a plus de retour possible en arrière. Voilà. Ensuite, autre décision intéressante alors c'est toujours en lien avec les forfaits jours. Et là aussi, c'est une décision qui est rassurante en fait. Concrètement, c'était un syndicat qui avait contesté en justice un dispositif de forfait jour qui a obtenu gain de cause. Hein. Le dispositif a été considéré comme étant irrégulier. Et donc, potentiellement, eh bien, toutes les conventions de forfait qui avaient été conclues sur la base de ce dispositif pouvaient être annulées. Et donc, le syndicat tente de solliciter l'annulation de toutes les conventions individuelles de forfait jour fondées sur ce dispositif. Et bien heureusement, eh bien, la Cour de cassation a considéré que le syndicat ne pouvait pas se substituer concrètement aux salariés pour venir réclamer une telle demande. Donc, c'est aux salariés individuellement de venir demander l'annulité de son forfait. Donc, cette décision, elle est vraiment rassurante parce que ça aurait été, en tout cas, une décision inverse aurait été absolument dramatique. Voilà, donc c'était sur la question des forfaits. Ensuite, nouvelle
Nouvelle décision aussi. Alors là, ça n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt une confirmation sur la question de la représentativité pendant le cycle électoral. Concrètement, en 2014, la Cour de cassation, elle avait déjà dit, quand on a des opérations, notamment de fusion-acquisition entre deux sociétés, et qu'on a donc une société A qui absorbe une société B, eh bien, les salariés de la société B vont être représentés en fait par les représentants du personnel de la société A. D'accord, je simplifie, hein, mais grosso modo, c'est ça. Et la représentativité telle qu'elle avait été calculée dans la société A, elle ne va pas évoluer pendant tout le cycle électoral, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections professionnelles, même après avoir intégré, d'accord, une entreprise ou même un effectif qui peut être important. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on fige la représentativité pendant toute la durée d'un cycle électoral. Donc, ça avait été déjà décidé entre deux entreprises en 2014. Et là, ça a été confirmé. Là, c'était un petit peu différent. C'était entre deux établissements d'une même société. Mais bon, le raisonnement était exactement le même. Et dernière décision. Alors, ça concerne la nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte. Alors, comme vous le savez, il y a une protection des lanceurs d'alerte. Juste pour revenir, un lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est un salarié qui dénonce des faits qui peuvent être passibles d'une infraction pénale à l'encontre d'un employeur ou même d'un salarié en interne. Et du fait de cette dénonciation, le salarié a une protection, il ne peut pas être licencié. Donc, on lui revêt la qualité de lanceur d'alerte. Et donc là, en l'occurrence, c'est un salarié qui avait dénoncé des faits constitutifs d'un conflit d'intérêt de la part de son employeur et auprès d'une autorité régionale. Et donc, il a fait ensuite l'objet d'un licenciement. Son employeur, en fait, considérant que cette dénonciation était infondée parce que fausse et que en réalité, il l'avait faite de mauvaise foi, à savoir dans l'intention de nuire. Sauf que, en fait, l'employeur a été condamné et le licenciement a été considéré comme nul parce qu'il n'a pas été en mesure, en tout cas l'employeur, de démontrer la mauvaise foi du salarié sur l'intention de nuire à la société et le fait qu'il avait connaissance que les informations portées à l'intention de l'autorité étaient fausses. Donc, c'est juste un petit point voilà, d'alerte. C'est très dur de démontrer la mauvaise foi, donc vraiment attention si vous prévoyez de licencier un salarié qui a dénoncé, que ça soit même que ça soit un lanceur d'alerte ou même un salarié qui dénonce des faits de harcèlement, si vous n'êtes vraiment pas en mesure de démontrer la mauvaise foi, il y aura très certainement une nullité du licenciement qui sera prononcée par le Conseil des prud'hommes. Donc attention à ces affaires-là. Et voilà, donc il est 9h59 et on est arrivé au bout, donc timing parfaitement respecté. Je vois qu'il y a une question sur est-ce que le statut de personne vulnérable persiste et est toujours associé avec le régime de l'activité partielle? Oui, ça j'avais aussi répondu en tout début de notre webinaire, donc c'est bien le cas sur l'année 2022. Et y a-t-il déjà eu des sanctions concernant les entretiens pro? Alors ça, en fait, c'est un peu... c'est la loi, elle est très intéressante sur ce point parce que oui, alors la sanction, c'est quoi? C'est qu'on doit abonder le compte personnel de formation du salarié, à savoir donc de 3 000 euros, mais en fait, c'est une action à l'initiative de l'employeur. Et donc, il y a une date butoir qui est fixée, à savoir le 31 mars 2022, date avant laquelle les employeurs qui n'étaient pas en règle devront avoir procédé à cet abondement, mais à date, on n'a pas du tout de retour sur comment ça va se passer, parce que bon, on se doute bien qu'il y a quand même peu d'employeurs qui vont aller abonder de leur plein gré les comptes personnels de formation de leurs salariés, et du coup, on attend un peu de voir comment ça va se passer, mais très certainement, il va y avoir des contrôles de l'inspection du travail là-dessus. Et en fait, il y a une autre sanction qui serait la suivante, c'est qu'un salarié, en tout cas, pourra formuler une action contentieuse devant le Conseil des prud'hommes pour demander des dommages et intérêts puisqu'il n'aura pas pu bénéficier d'une action de formation. Alors, c'est une autre sanction qui est en tout cas une sanction un peu dérivée et qui dépend d'une action contentieuse, mais très certainement, en tout cas, il va y avoir des actions prises par le gouvernement et l'inspection du travail pour venir, en tout cas, mettre en demeure les sociétés d'abonder les comptes personnels de formation. Et voilà, c'est terminé.
Si jamais il y a des questions qui vous viennent après, on reste bien entendu disponible pour y répondre. C'est vrai que c'est relativement dense l'actualité, donc parfois les questions viennent après. Grand merci à vous tous. Merci Vanessa et merci à tous.